Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, à travers l'exercice 3 du poly de télé, je vous propose d'étudier le fonctionnement d'une machine électrique qui pourra être à la fois moteur électrique ou générateur électrique. Et cette machine qui sera destinée à être alimentée ou à produire une tension continue, eh bien on l'appellera de manière générale une machine à courant continu ou en abréviation MCC. C'est pour ça que cet exo 3 s'intitule MCC, qui est l'abréviation de machine à courant continu. Voilà, donc on dit machine parce que ce moteur électrique peut être aussi générateur. Et donc on va commencer par étudier non pas la machine à courant continu, mais une pseudo-machine à courant continu, très simplifiée, qui va se présenter de la manière suivante. Donc le rotor sera constitué d'un cylindre. Donc un cylindre, vu de devant, ça fait un rond. Donc voilà, j'essaie de faire un joli rond. Voilà, ça c'est le rotor, avec l'axe de rotation de ce cylindre, comme ça. Voilà, ce cylindre, je vais lui faire une profondeur, donc si je fais une vue en perspective, ça me fait quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est un cylindre. Voilà, l'axe de rotation que je dessine en perspective ici, on va appeler ça l'axe OZ. Le centre du rotor, ici, ça sera le point O, pour se repérer. Sur ce cylindre, on va bobiner une seule spire. Voilà, donc je vous dis que c'est un moteur très simplifié. Donc on va mettre une seule spire. Donc la spire, je la représente comme ça. Donc c'est un fil que je fais en rouge. Mais... Donc en général, c'est un fil de cuivre, comme ça, qui fait le tour. Voilà, il fait tout le tour du rotor, c'est-à-dire il tourne comme ça, il va au fond. Ensuite, derrière, je vais faire, il est en pointillé, il fait comme ça. Puis ensuite, sur l'arrière du cylindre, il reparcourt un diamètre, comme ça, et il revient là. Voilà. Donc ça, c'est notre spire. Alors, on va s'intéresser à la tension au banc de la spire, ici, qu'on va appeler V de T. Et dans un premier temps, on parlera à un autre moment du courant dans la spire, ici, mais pour le moment, je n'ai même pas envie de le dessiner, puisqu'on si on va l'écrire, on va travailler ici avec un courant I, mais dans un premier temps qui sera nul. Donc ça, c'est le rotor. Et alors pour que ça fonctionne, cette machine, eh bien, il faut que ce rotor soit baigné dans un champ magnétique uniforme, qui va être créé par un stator. Donc le stator, je le dessine comme ça, mais très grossièrement. Ici, entre les deux, là, tout autour de mon rotor. Ici, on va supposer qu'on a un gros aimant, avec un pôle nord ici, un pôle sud ici, et avec un champ magnétique donc, qui va aller du pôle nord vers le pôle sud. Donc partout dans cette zone, on va supposer, pour simplifier, qu'il y a un champ magnétique uniforme qui est dirigé comme ça. Voilà. Donc ça c'est le champ magnétique B. On va le mettre comme ça, on va mettre au-dessus. Et pour vraiment simplifier, on va supposer qu'il a une intensité de 1 Tesla. Alors j'ai dessiné là, mais c'est le même partout dans la zone. Voilà, alors dans un premier temps, pour étudier, dans un premier temps, le courant I est nul. Voilà. On va, à terme, on fera tourner le rotor, on va dire qu'il sera entraîné par quelque chose d'extérieur. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer la tension qui va être induite ici dans la spire, donc par phénomène d'induction. Et donc on va faire ça, et on va appliquer la loi de l'induction, et la loi de l'induction, c'est qu'elle va mettre en jeu le flux du champ magnétique à travers la spire ici. Donc c'est pour ça que les premières questions de la partie 1, où donc cette machine va fonctionner plutôt en générateur, eh bien on va commencer par calculer le flux à travers cette spire. Voilà, pour calculer le flux à travers cette spire aussi, je vais étendre mes axes là. Je vais les faire en noir les axes. Je ne sais pas si on va les faire en noir. Donc ça, celui-là on a dit que c'était OZ. Voilà. Le I égale 0, je vais le mettre au-dessus, parce qu'ici en fait on va se faire un axe horizontal qu'on va appeler l'axe OX. Et ici, un axe vertical qui sera l'axe OY. Voilà. Et le I égale 0, voilà, on va mettre un petit 0. Non, même pas. Allez, ça va encombrer ma figure pour rien. Pour le moment, on ne met pas.
Alors, dans la question 1, on dit soit S, le vecteur représentant la surface plane délimitée par la spire. Dessinez S sur la figure ci-dessus. Donc, déjà, la surface plane délimitée par la spire, c'est quoi? Eh bien, pour moi, c'est cette chose-là. C'est-à-dire, c'est une surface qui est comme ça, que je vous assure. Voilà, cette surface-là, qui est de forme rectangulaire, ou même carrée, puisque en fait, le rotor, il fait 1 mètre de diamètre et 1 mètre de profondeur, mais voilà, eh bien, cette surface-là, on va la représenter par un vecteur. Donc, quand on veut représenter une surface par un vecteur, eh bien, on l'a vu là, au moment du calcul des flux, hein, on choisit un vecteur surface qui est perpendiculaire à cette surface. Voilà, donc mettons que je dessine ici au milieu de la surface, à peu près ici, eh bien, il faut que je lui donne une direction qui est perpendiculaire à la surface. C'est-à-dire, donc ma surface, elle est comme ça, pardon, elle est penchée, donc ça va faire un vecteur penché, comme ça, qui monte vers le haut. Voilà comment serait le vecteur surface. Voilà, ici je vous mets un petit carré pour vous dire que ce vecteur est perpendiculaire à la surface plane qui est dans le plan de la spire. Voilà. Alors ce qu'on va faire, donc c'est pas du tout pratique d'avoir le vecteur S qui soit comment dire, au milieu du rotor. Donc pour raisonner, je vais déplacer son origine, hein, ça ne s'empêche pas de revenir dessus, mais je vais le redessiner en mettant son origine en haut aussi. Donc je vais faire le même, donc une flèche qui est parallèle à celle-ci. Voilà, et ça va me faire quelque chose qui est comme ça. Voilà. Bon, je le fais un peu plus long là. En fait, c'est la même longueur, c'est juste pour qu'il puisse sortir du cylindre et que je puisse indiquer le vecteur S. Donc le vecteur S, il est perpendiculaire au plan de la spire. Voilà. Donc, je dessine des angles droits ici. Ok. Alors une fois que j'ai fait ça, eh bien la question B, c'est soit phi B, le flux de B à travers la spire, donner l'expression de ce flux en fonction de B et S, les deux vecteurs B et S. Alors, tout bêtement, hein, quand on veut calculer un flux, hein, donc ça c'est le flux de B à travers la spire. Voilà. Alors on a deux possibilités, soit on fait la formule générale avec l'intégrale double, qu'on a vu la dernière fois. Voilà. Mais on sait que voilà, qu'il y a des cas plus simples, et notamment, avant d'utiliser cette formule générale, on va se poser la question de savoir si on ne peut pas être dans le cas simple. Et le cas simple, eh bien, c'est le cas il faut non seulement un champ uniforme, et il faut une surface plane. Donc là, en fait, on réunit toutes ces conditions, puisque la surface en question est bien une surface plane. Et le champ magnétique, B, on a dit que c'était le même partout. Il est uniforme, donc en fait, le flux de B, il n'y a pas besoin d'intégrale double, il suffit de faire B scalaire S. Voilà. On peut aussi écrire intensité du champ B, que multiplie surface R de la surface S, en mètres carrés, que multiplie le cosinus de l'angle entre B et S. Voilà l'expression du flux du champ magnétique à travers la spire, en fait. Alors, pour bien se repérer, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Moi, je vais m'intéresser à cet angle-là, que je vais noter alpha. Et alpha, pour bien le représenter sur la spire, eh bien, je vais faire le champ magnétique ici à l'origine. Donc il est comme ça. Voilà, il est dirigé comme ça. Donc, pareil, je le fais un peu plus gros pour qu'il sorte. Et donc l'angle entre B et S, donc le fameux angle alpha, eh bien, il est ici. C'est lui. Voilà. Alors que j'ai oublié de le mentionner au début de l'exercice, l'angle qui repère la position de la spire ici, dans sa rotation, par rapport à l'axe horizontal, cet angle-là, qui s'appelle θ. Et là, tout l'enjeu du raisonnement, eh bien, c'est d'avoir la relation entre alpha et θ. Alors, pour dégrossir la situation, on peut voir déjà que si θ vaut 0, c'est-à-dire que la spire est en position horizontale, le vecteur S sera comme ça, vertical, et donc alpha vaudra pi sur 2, ou 90 degrés. Et réciproquement, au fur et à mesure que la spire va tourner, mettons qu'ensuite elle soit en position verticale, le vecteur S tourne, et alpha va réduire, et quand la spire est verticale, eh bien S est aligné avec B, donc ça fait alpha égale 0. On devrait déjà avoir ça. Donc il y a une relation entre θ et alpha, et pour obtenir cette relation
de manière un peu plus automatique et générale, eh bien, il suffit de repérer que l'angle θ, c'est aussi l'angle qu'on a ici. Alors, pourquoi c'est le même angle? Eh bien, parce que x et y, en fait, c'est une espèce de croix comme ça, verticale, horizontale, comme ça. Et vous voyez que S et la spire, ça fait une autre croix aussi, comme ça. Et en fait, donc c'est la croix rouge, là, comme ça, là, voilà. Eh bien, c'est la croix noire, comme ça, qui a été tournée d'un angle θ, en fait. Okay. Donc, en fait, voilà. Donc, les deux angles ici sont égaux, égale θ. Donc, une fois qu'on est bien persuadé de ça, eh bien, on remarque que θ plus alpha, ça nous fait un angle droit. Voilà. Or, θ plus alpha égale un angle droit, donc si je travaille en radian, ça nous fait pi sur 2. Et donc, ça nous permet d'en déduire que alpha, et c'est égal à pi sur 2 moins θ. Et là, est-ce qu'on retrouve ce qu'on avait dit au début? Eh bien, quand θ est nul, effectivement, on a bien alpha, donc ici qui vaut pi sur 2, ça marche. θ égale 0, alpha égale pi sur 2. Et on a vu que quand θ égale pi sur 2, on doit trouver alpha égale 0, donc ça fonctionne, donc c'est bon, on a trouvé la bonne relation. Et donc, si j'injecte ça dans ma formule de phi b, eh bien, j'obtiens que le flux du champ magnétique à travers la spire, ça sera B fois S fois cosinus de pi sur 2 moins θ. Alors c'est pas tout à fait terminé là. Donc ensuite on va faire un peu de changement. Donc le champ magnétique on laisse comme il est, c'est B. La surface de la spire ici, eh bien ça sera sa largeur ici, mais en fait ça c'est le diamètre du rotor, multiplié par sa profondeur qui est la longueur du rotor. Donc ça dans les données d'exercice c'est D pour le diamètre et L pour la longueur du rotor. Voilà. Et alors ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on a cosinus de pi sur 2 moins θ, quand on met pi sur 2 moins θ à cosinus, eh bien ça le transforme en sinus, c'est-à-dire que ça c'est égal à sinus θ. Voilà. Alors, on va encadrer cette formule, puisqu'on va pas mal s'en servir. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette formule-là, je vais rappeler succinctement d'où elle vient. Donc déjà, on peut l'obtenir en utilisant la formule cos A plus B égale cos cos moins sin sin. D'accord? Vous pouvez faire ça. Et puis vous faites A égale pi sur 2 et B égale moins θ. De manière beaucoup plus intuitive, cette transformation du cosinus en sinus, on peut l'avoir sur le cercle trigo, hein, assez facilement. Et puis voilà, de manière mécanique, de toute façon, dès qu'on met pi sur 2 moins θ, ça transforme le sinus en cosinus et le cosinus en sinus. Alors je vais quand même vous montrer ça pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Mais je crois qu'on l'a déjà fait quand même. Mais c'est pas grave. Donc je vous fais cette fois, non pas le rotor, mais je vous fais un cercle trigo. Je vais le faire là, je vais l'effacer. Là, ça va être temporaire. C'est vraiment pour comprendre. Ça, c'est un cercle trigonométrique avec son centre ici. Voilà. Donc avec l'axe au X et l'axe au Y comme ça. Voilà. Ensuite, je me mets un angle θ là-dedans. Donc l'angle θ, je vais le représenter, on va le faire en noir. Voilà, donc θ, c'est une petite longueur ici, on représente l'angle ici, voilà, ici on a θ. Et si je veux faire pi sur 2 moins θ, hein, pour avoir ça, eh bien pi sur 2 c'est l'angle droit, et il faut que j'y retranche θ. Donc en fait, on va faire la même longueur qu'elle a, on va la reporter ici. Voilà. Et puis je trace ici mon deuxième angle. Donc ça va être pi sur 2 moins θ, et cet angle-là, là, dans ce sens-là, ça sera moins θ en fait. Alors maintenant, il est où le cosinus de pi sur 2 moins θ? Et le cosinus de pi sur 2 moins θ, en fait, c'est cette longueur-là. C'est la coordonnée en x de ce point-là, voilà, qu'on peut aussi retrouver en projection ici. Voilà, donc cette longueur-là, et bien ça c'est cosinus de pi sur 2 moins θ. Voilà, et sinus θ qui est ici, bien sinus θ, c'est la coordonnée en y de ce point-là. Donc en fait il est là sinus θ. Lui, ça c'est sinus θ.
Et maintenant, pourquoi ces deux longueurs sont égales en fait? Eh bien parce que les deux triangles ici sont tous les deux des triangles rectangles, voilà, qui ont le même angle θ ici de ce côté-là, voilà, et qui ont la même longueur d'hypoténuse. Donc en fait, c'est des triangles qui ont les mêmes dimensions. Donc s'ils ont les mêmes dimensions, eh bien c'est que leurs côtés ont la même longueur. Donc le cos pi sur 2 moins θ est égal à, donc là je peux mettre un égal entre les deux. Voilà. Et de même, on aurait pu montrer que ce côté-là a la même longueur que ce côté-là. Voilà. Et ce côté-là, c'est le sinus de pi sur 2 moins θ qui est égal en fait à ce côté-là qui est cos θ. Voilà. On n'en a pas besoin pour l'exercice. Mais voilà, c'est pour vous montrer que en fait, quand on fait pi sur 2 moins θ, eh bien, ça permute le sinus et le cosinus. Ok. Bon, très bien. On a cette formule, mais on va la vérifier un petit peu plus aussi, encore. Notamment, on demande pour quelle valeur de θ le flux à travers la spire est nul. Alors, je fasse un petit bout là, un peu de tableau. Donc pour avoir le flux nul ici, eh bien, il faut que sinus θ soit nul. Alors, si on fait mathématiquement, comme ça, froidement, et pour qu'un sinus soit nul, eh bien, il y a deux solutions. Soit θ vaut 0, ça fait sinus θ égale 0, ou θ égale pi. Okay. Voilà. Et puis, l'autre chose qu'on demande à repérer, c'est pour quelle valeur de θ le flux est maximum. Eh bien, ça sera maxi quand le sinus θ vaudra 1, puisque c'est la plus grande valeur que peut prendre un sinus. Et ça sera obtenu, eh bien, sinus θ égale 1, donc il faut se balader jusqu'à ce que ce côté grossisse, et il est maximum lorsque θ égale pi sur 2. Alors, ça, c'est les résultats, je dirais, mathématiques. Maintenant, on va se tourner vers la figure et regarder si vraiment ça correspond à notre figure. Alors, vous vous souvenez, le flux, eh bien, c'est comme le débit d'un fluide incompressible, dont B serait la vitesse d'écoulement. Voilà, c'est ça. Eh bien, regardez ce qu'on obtient là. Vous êtes d'accord que si le champ B, voilà, c'est la vitesse d'écoulement d'un fluide, mettons d'un fluide incompressible, vitesse du vent, si vous voulez, mais un vent incompressible ou un courant d'eau, eh bien, voilà, et le flux, vous savez que le flux, c'est le débit à travers la spire. Eh bien, vous vous doutez bien que pour avoir un maximum de débit d'un courant d'eau qui irait dans ce sens-là, eh bien, à travers vos spires, il faut que vos spires soient en position verticale, comme ça. Alors, si vous avez la spire comme ça, et l'eau qui va dans ce sens-là, eh bien, c'est vrai qu'il y aura un maximum de débit d'eau à travers la spire. Donc, c'est pour θ égale pi sur 2 que le flux doit être maximum. Alors, regardez ce qu'on obtient, ce qu'on a obtenu, phi b maxi pour θ égale pi sur 2. Donc, c'est très rassurant. Ça, c'est bien vrai. Que le flux maxi pour ce que θ égale pi sur 2. Et par contre, si jamais j'ai mon débit d'eau, enfin ma vitesse d'écoulement d'eau qui est comme ça, de fluide incompressible qui est comme ça, et que la spire est en position comme ça, et bien là, il n'y a aucune quantité d'eau qui passe à travers la spire. Voilà. Et donc, le débit sera nul. Donc, pour θ égale 0, c'est-à-dire la spire en position horizontale, voilà, spire en position horizontale, c'est normal qu'on obtienne un flux nul. Voilà. Et cette position horizontale, on la retrouve d'ailleurs pour θ égale pi, c'est-à-dire quand la spire a fait un demi-tour, elle reprend une position horizontale et le flux est nul. Voilà donc comment on peut vérifier très intuitivement ces résultats, dès lors qu'on sait que le flux correspond au débit d'un fluide incompressible, dont la vitesse d'écoulement est B, le champ magnétique. Très bien, très bien. Alors, maintenant qu'on a bien établi la formule du flux, eh bien on va faire tourner la spire. Alors on va la faire tourner, et pour faire les choses simplement, on va la faire tourner à vitesse constante. Voilà, donc ça c'est la question E. Petit E. On dit que la vitesse de rotation de la spire, qui est faite donc on va dire par un dispositif externe, une manivelle, enfin quelqu'un qui fait tourner la spire, elle est de 3000 tours par minute. Voilà, on se fixe un truc. Et la première chose qu'on demande à faire, c'est convertir ça en vitesse de rotation en radians par seconde. Voilà. Et pour ça, on va faire une petite étape intermédiaire. On va d'abord convertir ça en nombre de tours par seconde. Alors combien ça fait de tours par seconde? 3000 tours par minute.
Donc pour répondre à cette question, il suffit de savoir qu'une seconde, c'est 60 fois plus court qu'une minute, ou alors autrement dit, qu'il y a 60 secondes dans une minute. Voilà, et bien ça veut dire qu'en une seconde, on va faire 60 fois moins de tours en une minute. Voilà, et donc la vitesse de rotation, on peut aussi écrire, donc ici ça va être 50 tours par seconde. Alors ça c'est la première conversion, on a converti en tours par seconde. Et maintenant on va convertir tout ça en tours par... qu'est-ce que j'ai fait ça? Donc ensuite on va écrire oméga. Donc quand c'est en radian par seconde, on va plutôt mettre oméga comme lettre pour désigner la vitesse de rotation. Et là il suffit de savoir qu'un tour complet, en radian ça représente 2π. Hein, le périmètre d'un cercle de rayon 1. Donc en fait, chaque tour ici représente 2π, donc si on fait 50 tours en une seconde, en radian ça fera 50 fois 2π. Donc oméga égale 2π50. Radian par seconde, qu'on peut aussi écrire 2π50, ça fait 314 radians par seconde. Voilà pour la conversion. Okay. Alors là, je vais effacer cette formule, mais je vais quand même la garder dans un coin du tableau. Allez. On va la mettre dans un coin du tableau. Alors, je fais un peu de place. Voilà. J'ai envie de la mettre ici. Allez. C'est un résultat qu'on va utiliser quelquefois. Donc voilà notre résultat, je le mets là. Phi B égale B dl sinus θ. On va se la réencadrer. Voilà, vous, comme vous l'avez noté sur votre feuille, vous pourrez revenir en arrière facilement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on dit exprimer θ en fonction du temps, en considérant que θ égale 0 lorsque t égale 0. Donc ça, c'est la question F. Donc en fait, on veut connaître l'expression de θ en fonction de t, comme ça, sachant qu'on a une spire qui tourne à vitesse constante. Donc pour répondre à cette question, il faut connaître en gros la relation qu'il va y avoir entre θ et oméga. Donc θ c'est l'angle en radian de position de la spire, et oméga c'est la vitesse de rotation de la spire en radians par seconde. Voilà. Et la technique pour savoir ça, ça veut dire quoi les radians par seconde? Ça veut dire que, en gros, si je multiplie mes radians par seconde par un intervalle de temps dt, eh bien j'obtiendrai la rotation élémentaire, la rotation qui aura lieu, le bout de rotation qui aura lieu de cette spire pendant l'instant dt. Donc c'est ça la relation qu'il y a entre θ, oméga et le temps. Donc une fois qu'on a écrit ça, eh bien on prend, alors il y a plusieurs méthodes, mais la première méthode, c'est de dire on va prendre la somme des dθ comme ça, et qui doit être égale à la somme des oméga fois dt. On va faire ça de 0 à un instant t1 et de 0 à un instant t1. Donc la somme des petites variations de θ de 0 à t1, et bien ça, à la fin, c'est égal à la valeur de θ à l'instant t1, moins la valeur de θ à l'instant 0. Okay. Et ensuite, pour faire cette intégrale, on va utiliser la technique des primitives, c'est-à-dire qu'on va prendre la primitive de cette fonction oméga, qui est une constante, qui vaut 314, bon je vais garder oméga, et donc ça nous fait oméga fois t, puisque la valeur d'intégration c'est le temps. Voilà, il faut prendre cette primitive entre 0 et t égale t1. Donc à la fin, on obtient quoi? On obtient alors θ de t1 égale, ça fait oméga t1 moins oméga, allez on écrit tout, oméga t1 moins oméga fois 0, plus le θ de 0 que je passe de l'autre côté. Très bien, donc ça vaut 0, le t1 on peut dire que c'est le temps courant, donc on va l'appeler t tout court, θ de t égale oméga t, et ce truc là on dit que ça vaut 0, c'est-à-dire, c'est ce qui était dit dans l'énoncé, en considérant que θ égale 0 lorsque t égale 0. Voilà, donc là t vaut 0, θ correspond à t égale 0. Donc le résultat qu'on
doit obtenir, c'est ça. Le θ, il vaut oméga t. Tout simplement. Alors pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec les intégrales, là, on peut faire ça avec la méthode un peu lissée, voilà, un peu moins physique. Donc je vais vous proposer une deuxième méthode qui va mener au même résultat. C'est d'écrire que finalement, en passant le dt de l'autre côté, on obtient dθ sur dt égale oméga. Oméga égale dθ sur dt. Et ça veut dire quoi d'un point de vue mathématique? Et bien, ça veut dire que la dérivée de la fonction θ de t est égale à oméga, qui est une constante. Et donc on peut obtenir la relation entre θ et oméga en intégrant de chaque côté, et dans ce cas-là on écrit que θ de t c'est égal à une primitive de ce qui est ici, oméga t, plus une constante d'intégration. Voilà. Et de ça, ensuite il faut déterminer la constante, donc là on écrit or t égale 0 entraîne θ égale 0, puisqu'on décide de prendre l'origine des temps lorsque la spire est en position horizontale, lorsque θ égale 0. Et donc, si on applique ça, eh bien, on injecte dans l'équation, donc on met t égale 0 ici, donc on met oméga fois 0 plus la constante doit être égale à θ pour t égale 0, c'est-à-dire 0. Voilà, ça fait 0, donc on obtient que la constante est égale à 0. Et donc, à la fin, que θ de t égale oméga t plus une constante qui est nulle. Voilà, et voilà d'une autre manière de obtenir le résultat, le même que celui-là. Voilà, donc les deux chemins mènent à Rome. Voilà, donc vous faites comme vous voulez là. Moi j'avoue que je préfère un peu les raisonnements un peu plus physiques comme ça. Ça c'est plus mathématique. Alors une fois qu'on est là, eh bien on est mûr cette fois pour calculer V de t. C'est la tension induite dans la spire, c'est-à-dire le potentiel entre ce point-là, moins le potentiel entre ce point-là. Ok, dans notre spire qui est en train de tourner. Voilà ce qu'on va faire. Alors pour faire ça, je vais effacer un petit peu. De toute façon, ça on l'a vu, j'ai besoin plus que de ça. Bon, on va commencer ici déjà. Tiens. Déjà, on va mettre la formule générale. V de t. C'est quelle question? C'est G1. Alors pour obtenir V de t, eh bien, on va utiliser la loi d'induction. Et la loi d'induction, elle dit que la tension induite dans la spire, que je vais souvent mettre E pour les tensions induites, pour les forces électromotrices ou FEM, eh bien c'est la dérivée, donc ça c'est la loi d'induction qu'on a vue la dernière fois, loi très importante, c'est la dérivée du flux par rapport au temps, ou la vitesse de variation du flux. Dans le temps. Voilà, donc on va tracer tout ça. On va calculer plutôt. Alors, on prolonge le calcul, V de t égale la dérivée, et le flux, ben, je vais remplacer par ce que j'ai ici, c'est BLD sinus θ. Alors ensuite, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est que on sait que θ, là, il dépend du temps. On va bien marquer ça, θ dépend de t, et on sait même comment il dépend du temps, puisqu'on a cette formule-là. Hein. Et donc on pourrait tenter de remplacer θ par oméga t dans cette formule-là. On ne va pas le faire, je vais vous montrer qu'on peut dériver ça directement. Et le remplacement de θ par oméga t, on le fera seulement à la fin. Mais on pourrait le faire dès maintenant, mais vous allez voir, c'est intéressant de le faire seulement après. Donc quand on a une dérivée, déjà la première des choses qu'on se fait, tous les termes constants, là, on les sort devant, puisqu'ils n'affectent pas la dérivée. Et ensuite, quand on veut dériver ce sinus par rapport à t, hein, c'est ça, eh bien on commence la technique, c'est la dérivée des fonctions composées. Eh bien on commence par le dériver par rapport à θ. C'est-à-dire on fait la vitesse de variation du sinus, non pas par rapport à une variation de t, mais par rapport à une variation de θ. Et pour que le tout soit juste, eh bien on multiplie par dθ sur dt, c'est-à-dire la vitesse de variation de θ par rapport au temps. Voilà. Alors, vous
voyez donc le dθ en bas, en haut, donc c'est bien la même chose. Et à partir du moment où on est là, eh bien ça nous donne BLD. La dérivée de sinus θ par rapport à θ, ça on connaît, c'est cosinus θ, résultat de mathématiques, qui dépend du temps. Et dθ sur dt, eh bien on l'avait écrit juste avant, dθ sur dt, c'est la même chose que oméga, c'est la vitesse de rotation. Donc si je récapitule, le V de t, il est égal à BLD oméga cosinus de θ, qui dépend du temps. Et puis on va l'encadrer déjà cette formule-là. Ça nous en fait une. Voilà. Et ce qu'on peut faire maintenant, on va remplacer θ de t par oméga fois t. Donc ça va nous donner à peu près la même formule. Hein, égale BLD cosinus de oméga t. Ok, allez, on encadre aussi celle-ci. Donc là, on obtient que la tension V de t va être une tension de type sinusoïdal. Et si on pousse l'application numérique jusqu'au bout, d'ailleurs, donc on va faire l'application numérique, et bien B, on a pris 1 Tesla. Pour faire simple, la longueur du rotor, c'était 1 Tesla, le diamètre 1 mètre, le diamètre 1 mètre. Voilà. Et je vous rappelle, oméga, ah mince, j'oublie l'oméga. Ah, attendez. Je suis allé trop vite ici, il me manque le oméga. Donc le oméga, on a vu qu'il valait 314. Et ensuite, cosinus oméga. Donc oméga, je pourrais l'écrire 314, mais je vais écrire 2π50. Voilà, ce qui est plus pratique. Alors, finalement, tiens, une sinusoïde à 50 Hz, de valeur près 314 volts. Et si on divise 314 par racine de 2, on obtient 222 volts. Donc le 314, je peux le remplacer par 222 fois racine de 2, que multiplie cosinus de π50t. Alors ça veut dire quoi ce résultat? Eh bien que V de t est une sinusoïde de 222 volts efficace à une fréquence de 50 Hz. Voilà, et donc 50 Hz, c'est un peu une coïncidence de l'exercice, hein, mais ça c'est la fréquence du réseau électrique, et 222 volts, c'est à peu près la tension qu'on a dans les prises. Voilà, donc cette tension, c'est à peu près celle qu'on a dans les prises du secteur. Ok. Les 50 Hz, je reviens sur les 50 Hz. Ici, 50 Hz de fréquence, ça veut dire 50 Hz. Je vous rappelle la définition de la fréquence, en fait, on met des Hz, mais en fait, on pourrait écrire à la place des périodes par seconde, puisque la fréquence est le nombre de périodes par seconde. Égale 50 périodes par seconde. Et ça correspond à quoi, ces 50 périodes par seconde? Eh bien, ça correspond à la vitesse de rotation de la spire, mais non pas en radians par seconde, non pas en tours par minute, mais en tours par seconde. C'est-à-dire à chaque fois que la spire fait un tour, eh bien, ça fait une période, il va y correspondre une période de sinusoïde. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Alors ensuite, il y a quelques petites questions troublantes, on va dire. C'est quand est-ce que, pour quelle valeur de θ, voilà, pour quelle position de la spire, en gros, la tension V de t sera maximale. C'est-à-dire cette tension, elle est sinusoïdale, donc elle est des fois positive, des fois négative, et des fois elle est nulle. C'est une tension qui oscille. Eh bien, on va essayer de voir ça. Alors, V de t maxi. Eh bien, là, on va, dans toutes les formules qui sont là, celle qui va être très intéressante, c'est celle-ci. Voilà. Et parce que celle-ci, on a V de t en fonction de θ, justement. Et on voit que V de t sera maxi, eh bien, lorsque le cosinus ici sera maxi. C'est-à-dire lorsque le cosinus de θ sera égal à 1. Et le cosinus de θ égale 1, ben, ça s'obtient lorsque θ égale 0. Donc la tension dans la spire est maximale quand la spire est en position horizontale. θ égale 0, c'est la position horizontale. Voilà. Alors ça peut paraître choquant, parce qu'en fait, cette tension est maximale lorsque le flux est nul. Parce qu'on a vu, quand on est en position horizontale, le flux est nul.
Alors c'est ça qui peut paraître paradoxal, parce que V de t, finalement, c'est fonction du flux. Et étonnamment, c'est quand le flux est nul que la tension V de t est maximale. Voilà, donc ça paraît un gros paradoxe comme ça. Et on va voir qu'en fait, pas du tout, que c'est parfaitement normal d'avoir ça. Alors, comment on va traduire ça? Eh bien, on fait un petit axe du temps, là, pour bien comprendre ce qui se passe. Et puis, je vais tracer phi de t. Alors, phi de t, c'était en sinus. Voilà, donc on va faire phi de t. Phi de t, c'est une fonction qui est en sinus. Donc, en sinus, à t égale 0, ça vaut 0. Voilà. Et puis, ça fait un sinus, donc... on va faire 50. Ça, c'est phi de t. Phi b de t. Phi du champ magnétique. T égale 0 ici. Et maintenant, pour tracer la tension V de t, voilà, j'ai deux options. Soit je fais à partir de cette formule-là, par exemple. Celle-ci. Voilà. Soit directement à partir de celle-là. Et en fait, on va partir directement de celle-là et on va voir que ça correspondra bien à celle-ci. Voilà. Et donc, pour interpréter cette formule-là graphiquement, eh bien, il suffit de se souvenir que d phi b sur dt, c'est la vitesse de variation du flux, mais d'un point de vue graphique, ça correspond à la pente de la courbe de phi b de t, donc celle que j'ai tracée. Et la pente, c'est quoi? On va faire quelques points. La pente, c'est ça. Donc ici, c'est la pente de la tangente que je dessine avec une petite flèche. Donc on voit ici qu'on a une pente montante quand le flux est nul, justement. Donc la dérivée du flux ici, ça sera une pente montante positive, donc ça sera quelque chose qui sera par là. Par contre, quand je suis au sommet de la sinusoïde du flux, quand le flux est maximum, eh bien c'est justement là que la pente est horizontale, donc ça correspond à une tangente horizontale et donc une pente nulle. Donc la tension V de t correspondante sera nulle à ce moment-là. Voilà, elle sera nulle aussi ici d'ailleurs. Et elle sera nulle là aussi, à chaque fois qu'on passe par un sommet de sinusoïde sur phi de t. Ici, la pente, comme ça, la pente, eh bien cette fois, elle est pentue, pas de problème, mais elle est dirigée descendante, donc ça c'est une pente négative. Donc le V de t, il sera à peu près par là. Et puis ici, on se retrouve avec une pente montante, donc positive. Voilà, j'ai quelques points. Là, je suis mûr pour tracer le V de t. Et le V de t, en fait, ça va être une sinusoïde qui est maximum ici, qui tombe ici, qui devient nulle là, qui devient négative et minimale ici, puis ça remonte, ça redevient nul comme ça. Voilà. Etc. Voilà. Et ça, donc, voilà, graphiquement, on obtient le V de t. Voilà, donc le V de t, il est bien maximum pour t égale 0 ici, ce qui correspond bien à la fonction cosinus, là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça a l'air d'être bon, cette fonction cosinus. Et surtout, voilà, et surtout, on constate bien, effectivement que dans la sinusoïde bleue, la pente est maximale, justement, quand la sinusoïde bleue est nulle. Traduction, eh bien, c'est normal que la tension V de t soit maximale lorsque le flux est nul. Donc, lorsque la spire est en position horizontale. Voilà, donc tout ça, c'est tout cohérent, en fait. Il n'y a pas de souci. Voilà, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ce résultat-là, voilà, BLD cosinus oméga t, avec l'oméga qui sort, celui-là, le résultat, on aurait pu l'obtenir en plaçant ici θ de t par oméga t dès le départ. On aurait dérivé sinus oméga t, en dérivant, hein, ça faisait sortir un oméga par dérivation, et fois cosinus oméga t. Donc on retrouvait le oméga fois cosinus oméga t, sans problème. Voilà. C'est pour dire que la méthode plus classique aurait fonctionné. Alors ensuite, pour bien comprendre l'enjeu de tout ça, on dit que deviendrait cette sinusoïde si le rotor tournait non pas à 1000 tours minute, mais à 1500 tours minute. N égale 1500 tours minute. Voilà, pour répondre à cette question, on peut refaire tous les calculs. Voilà, une autre méthode, c'est de constater que 1500 tours minute, c'est 2 fois moins rapide que
c'est 2 fois moins rapide que les 3000 tours minute. Voilà, et donc ça va correspondre non plus à 50 tours par seconde, mais à 25 tours par seconde. Donc en fait, on va avoir un V de t qui aura une fréquence de 50 tours par seconde, donc la fréquence de 50 Hz, pardon, ça sera la moitié, ça sera 50 divisé par 2 égale 25 Hz. La fréquence de la sinusoïde. Et puis vous voyez aussi que la vitesse de rotation, elle intervient ici dans l'amplitude. D'accord, donc le 314 va être divisé par 2 et le 222 volts va être divisé par 2. Donc la valeur efficace de la tension, ça sera les 222 volts divisé par 2. Et il ne nous restera donc plus que 111 volts efficaces. Voilà, donc on peut résumer ça de la manière suivante. Plus ça tourne vite, plus la fréquence est élevée et plus la tension induite sera élevée. Voilà, voilà. Alors, on a terminé cette partie 1, enfin au moins les questions de la partie 1, mais il y a un petit souci, c'est que cet exercice s'intitulait machine à courant continu. Voilà. Et curieusement, la tension V de t qui est produite ici, elle n'est pas du tout continue, elle est même complètement alternative, puisque c'est une sinusoïde. Donc ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment à partir de ce dispositif, on construit une machine à courant continu, c'est-à-dire une machine qui délivre une tension continue, donc continue, normalement ça veut dire constante. Voilà, on va faire ça maintenant, je crois que j'ai plus besoin de formule, on va faire que du graphique. Voilà. On se souvient juste que voilà, V de t est maxi, V de t maxi lorsque θ égale 0, donc lorsque la spire est en position horizontale, sur la course des sinusoïdes. Allez, on va se faire de la place au tableau, puisqu'il va falloir faire du schéma là. Voilà, les formules, on laisse tomber. Il ne fasse pas très bien. Alors, pour produire une tension continue, à partir de la tension V de t qui est sinusoïdale, le principe va être simple, c'est-à-dire que la spire tourne, au fur et à mesure qu'elle tourne, des fois V de t est positive, des fois V de t est négative. On va trouver un système qui permet de collecter cette tension V de t, soit en polarité normale, quand V de t est positif, et quand V de t sera négative, on va s'arranger pour renverser les polarités de connexion à cette spire, de manière automatique. Voilà. Et comment on fait ça sur une machine à courant continu? De la manière suivante. De toute façon, la spire, elle tourne, et pour se raccorder dessus, on va avoir des fils, des connexions qui, elles, sont fixes. Donc il va falloir avoir ce qu'on appelle des contacts glissants. Voilà. Et ça va ressembler à ça, pour vous montrer. Donc je refais la vue de face du rotor, comme ça, donc voilà. C'est un cercle. Et le centre, il est là. Okay. Ensuite, je vais mettre la spire. Donc la spire, elle est comme ça. Et ensuite, pour se connecter sur la spire, la technique qu'on utilise, c'est sur l'avant du rotor, ici, de mettre 2 demi-cercles en cuivre, comme ça. Voilà. Et tout ça, ça tourne en même temps que le rotor. Et après, pour récupérer la tension, au bord de la spire, on va mettre ici, donc en position horizontale, de part et d'autre, ce qu'on va appeler des balais, des charbons. Alors pourquoi c'est des charbons? Parce que ça s'use pas trop, parce qu'ici il va y avoir des frottements. En fait, ils sont poussés par des petits ressorts ici pour appuyer sur les vis comme ça. Et ensuite, ces charbons sont reliés à du fil électrique, que je fais en noir comme ça. Et ici, on a la tension U de T qui est récupérée. Alors que entre les deux demi-cercles ici, on a la tension au bord de la spire, donc entre ces deux-là, on a la tension V de T. Voilà. Et à quoi va ressembler U de T? Voilà, c'est ça la question. Quelle va être l'allure de U de T? Donc U de T va se construire à partir de l'allure de V de T. L'allure de V de T, on la connaît déjà. V de T. Donc V de T, c'était une tension qui était maximale quand la spire était horizontale, donc c'était un cosinus en fait. Ça faisait ça. Voilà.
ici on a T égale 0. Ça c'est V de T. Alors à T égale 0 d'ailleurs, on pourrait faire un autre axe ici qui est l'axe des θ. À T égale 0, ça correspond à θ égale 0. Donc la spire en position horizontale. Voilà, et en position horizontale, c'est bien là que la tension est maximale. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce système-là maintenant? Bien, vous voyez que la connexion de U de T sur V de T, hein, avec je dirais, ici la lamelle 1, puis ici la lamelle 2, voilà. Eh bien, ça va être dans cette configuration-là tant que la spire ne dépasse pas la position verticale ici. Okay. Et quand elle est en position verticale, ben, qu'est-ce qui se passe? La petite lamelle qui est ici va progresser, et elle va entrer en contact non plus avec ce balai-là, mais avec le balai qui est en face. Voilà, donc, dès qu'on aura dépassé ici la position verticale, eh bien, avec ce balai ici, ça sera la lamelle 2 qui sera en contact avec ce balai-là, et la lamelle 1 qui sera en contact avec ce balai-là. Donc en fait, les polarités seront de raccordement de U de T à V de T seront inversées. Eh bien, ça va nous permettre de tracer U de T, ça. Voilà. Alors, il faut juste avoir une petite idée de où en est V de T lorsqu'on est en position verticale. Mais en position verticale, c'est le moment où le flux est maximal dans la spire, et donc le moment où V de T est nul. Voilà, donc ce point là où la tension est nulle, c'est θ égale pi sur 2. On va pouvoir écrire, on va les mettre en noir, θ égale 0. Voilà, donc là c'est une valeur du temps, mais ça correspond surtout ça à θ égale pi sur 2. Et donc le U de T correspondant, qu'est-ce qu'il va faire lui? Eh bien, pendant toute la première phase, jusqu'à de θ égale 0 à θ égale pi sur 2, le U de T, il est égal à V de T, puisque U est connecté sur V. Voilà. Et dès qu'on dépasse θ égale pi sur 2, eh bien les polarités s'inversent. C'est-à-dire que le U de T, on va confondre, ça c'est le V. Eh bien, dès que θ dépasse pi sur 2, là, ici, eh bien, on inverse les polarités. C'est-à-dire qu'en fait, V de T devient négatif. Voilà, il va être à moins 314 volts, hein, comme on a calculé. Eh bien, le U de T, comme il va branché en polarité inversée, eh bien, lui, il va être égal, non pas à moins 314, là, mais à plus 314. Donc, il sera là. Pareil, là, il était à moins quelque chose, V de T, ben, U de T est à plus quelque chose, etc. Et en fait, le U de T, eh bien, il va faire la même bosse que V de T, mais avec un effet miroir. C'est-à-dire qu'il va remonter en haut comme ça. Voilà. Et quand on est ici, eh bien, c'est quoi? Alors, c'est qu'on a tourné comme ça. Donc là, on a la première position de verticale de la spire. Voilà. Et ensuite, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. La spire devient en position horizontale, avec tension maximale, mais négative cette fois. Et puis ensuite, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle revient en position verticale, c'est-à-dire ici. Et quand on est de nouveau en position verticale, eh bien, les polarités de raccordement de U de T et de V de T se réinversent, c'est-à-dire elles reviennent dans l'état où j'étais au départ, c'est-à-dire que U de T est égal à V de T. Voilà, donc avec cette technique-là, eh bien on voit que le U de T, il n'est plus alternatif, il est tout le temps positif. Voilà. Il n'est pas franchement constant non plus, donc c'est pas une machine à un courant continu parfait, il y a une bonne ondulation de U de T, mais c'est déjà pas si mal que ça. Et déjà c'est un courant une tension. Alors, on parle de courant continu, mais en fait la tension là, n'est plus alternative. Donc on a un générateur qui, finalement ça fait une espèce de générateur qui produit une tension qui va tout le temps dans le même sens, qui pousse les charges tout le temps dans le même sens. Voilà. Alors ça c'est la première version que je voulais vous montrer de la machine à courant continu. Mais maintenant, dans les machines à courant continu réelles, eh bien on va s'arranger pour avoir une tension ici U de T encore bien plus continue que celle que je viens de dessiner ici. Voilà. Et la technique pour obtenir ça, eh bien, ça va être de rajouter une spire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez réfléchi un peu à la manière dont ça peut être mis en place. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la tension induite dans la spire, ici, est maximale quand la spire est horizontale. Et puis quand elle est verticale, la tension induite dans la spire, elle devient nulle. Okay. Et bien, ce qu'on va faire, on va s'arranger pour que, avant que cette spire V de T, là, cette spire rouge, pardon, s'éloigne trop de la position horizontale, pour laquelle la tension à ces bornes est maxi, eh bien on va s'arranger pour pouvoir la remplacer par une autre spire
qui, elle, va avoir sa position qui va arriver derrière et qui va avoir sa position qui va se rapprocher de la position verticale cette fois. Alors je vais vous montrer comment on rajoute ces spires. Donc moi je vais faire en effaçant. Vous êtes un peu obligé de refaire un schéma. Moi j'efface simplement. Et regardez ce que je fais. Je vais ouvrir ici mes petites lamelles de cuivre. Au lieu de faire un demi-tour, elles vont faire que un quart de tour. La deuxième spire, pour que vous la distinguiez bien de la première, je vais la faire en vert et je vais lui mettre une direction perpendiculaire à la première. C'est-à-dire en fait on va mettre une petite lamelle verte ici, une petite lamelle verte ici, et ma deuxième spire elle sera comme ça. Oula. Donc elle part en ligne droite comme ça. Voilà. Et les balais, ben, eux qui sont fixes, hein, ils ne tournent pas, et bien eux ils vont essayer de se connecter à la spire qui est la plus proche de la position horizontale. C'est-à-dire que si, quand la spire rouge aura un peu tourné, un peu trop tourné, ben, c'est les lamelles vertes qui arrivent en face des balais. Et ça va être au moment où la spire verte va passer dans la position horizontale. Donc avec ce procédé-là, on se connecte toujours sur la spire, on raccorde U de T, toujours sur la spire qui est la position la plus proche de la position horizontale. Et alors qu'est-ce que ça va faire maintenant si je trace U de T? Alors, on va refaire le graphe. Donc ça va ressembler, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, on va avoir le temps comme ça. Je vais faire la tension au bord de la spire rouge, donc le V de T, qui était sinusoïdal, comme ça. Donc je refais sinusoïdal. Ok. Et voilà, avec bon, le T égale 0 qui était ici, hein, on avait dit. Et ensuite, on va se poser la question de savoir que vaut la tension, cette fois au bord de la spire verte. Et la spire verte, vous voyez, elle est décalée d'un quart de tour par rapport à la spire rouge. Donc en fait, la spire verte, eh bien, ça va faire une sinusoïde décalée de un quart de période, retardée de un quart de période, par rapport à la spire rouge. Je vous rappelle, le sens de rotation est comme ça. Très bien. Alors, ça donne quoi ça? Ça veut dire que en fait, la spire verte, elle va avoir une tension qui va être maximale un peu plus tard, un quart de période plus tard, donc ça va être là. Et puis là, elle était nulle. Etc. Position maximale, donc quand elle aura atteint tension maximale quand elle aura atteint la position horizontale, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire d'ailleurs quand la spire rouge sera en position verticale, donc il aura une tension nulle. Voilà, et puis donc ça la décale d'un quart de période en fait. Voilà, donc elle fait comme ça la tension au bord de la spire verte. Donc c'est une sinusoïde décalée d'un quart de période. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien au début, à t égale 0, la spire rouge est en position horizontale, donc les balais sont raccordés sur la spire rouge. Et ça va durer jusqu'à ce que la spire rouge atteigne la position de 45 degrés ici. Et quand elle est à 45 degrés, eh bien, on va se raccorder sur la spire verte qui est en train de remonter là. Et donc la spire verte qui se rapproche de la position horizontale, donc il y a la tension qui monte à ses bornes. Et en fait, la tension U de T cette fois va correspondre à la tension au bord de la spire verte. De là jusque là. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, la spire verte monte comme ça. Et après, c'est la spire rouge qui revient, mais c'est cette lamelle-là, la spire rouge, qui va venir se raccorder sur ce balai. Ça veut dire que la spire rouge va être connectée sur les balais, mais en polarité inversée. C'est-à-dire qu'en fait, la tension recueillie ici au niveau des balais, ça sera la tension rouge, mais avec un signe moins. Donc la tension rouge avec un signe moins, je la dessine, hein, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. C'est le symétrique de la tension rouge qu'on avait ici. Voilà. Et donc le U de T, eh bien, en fait, il va suivre cette tension-là. Voilà. Et puis après, si on regarde ce qui se passe, bien après on va se reconnecter sur la spire verte, mais avec les polarités inversées. C'est quand cette lamelle verte, elle aura tellement tourné qu'elle se sera mise en face de ce balai-là. Puis ceci, elle aura tourné pour se mettre en face de celui-là. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, au lieu d'avoir la tension verte, sur U de T, on aura l'opposé de la tension verte, c'est-à-dire la tension verte passer voilà, par effet miroir ici, qui devient positive. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, que la tension U de T, elle est égale à moins la tension verte, c'est là-dessus.
Et voilà le U de T qu'on recueille aux bornes de cette machine là. Alors cette fois, le U de T, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'est toujours pas constant, mais vous voyez, il commence à avoir une ondulation qui est toute petite, beaucoup plus petite qu'avant. Donc ça se rapproche fortement d'une tension continue. Voilà. Et là, on commence à avoir être très proche du fonctionnement d'une vraie machine à courant continu, qui possède toujours une petite ondulation de tension sur sa sortie. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que en fait, dans les machines à courant continu encore un peu plus sophistiquées, eh bien, pour avoir une tension encore plus constante, eh bien, je vous en montrerai une. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup plus de spires en fait. Donc on pourrait imaginer, donc plutôt que de mettre 2 spires, on pourrait en mettre à 90 degrés comme ça. On pourrait mettre 3 spires à 120 degrés, etc. Et multiplier le nombre de lamelles qui font des petits arcs de cercle comme ça. Voilà, eh bien, je vais vous montrer ça maintenant d'ailleurs. Je vais vous filmer une vraie machine à courant continu et vous verrez que sur les petites lamelles ici, sur cette partie-là qu'on appelle le collecteur, eh bien, il va y avoir beaucoup de lamelles en fait. Voilà. Eh bien écoutez, ça achève la partie 1 de cet exercice, dans lequel on a vu en gros le fonctionnement en générateur d'une machine à courant continu, puisque dans cet exercice, on a vu que quand on fait tourner ce genre de machine, on l'entraîne mécaniquement, eh bien elle produit une tension, voilà, qui est à peu près constante. Voilà. Et tension qui pourrait être raccordée à quelque chose, débiter du courant et fournir de la puissance, hein, sans problème. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, bien, je vais vous montrer à quoi ressemble une vraie machine à courant continu, puisque ça existe. Vous verrez que c'est plus compliqué encore que ce que je vous ai présenté. Voilà. Et puis la prochaine fois, on abordera le fonctionnement de ce moteur, pseudo-moteur à courant continu là. Mais cette fois, on fera passer du courant dans la spire, c'est-à-dire on l'alimentera en courant. Et cette fois, ça sera un fonctionnement en mode moteur et non plus en mode générateur. Voilà. Et bien à bientôt pour ces prochaines vidéos.